Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67, 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 Vietnam 67. 1967, Monique Wittig commence à écrire Les guerrières. 1967, nous sommes nombreuses et nombreux dans les rues pour dénoncer l'impérialisme américain qui bombarde au napalm les villes et les campagnes vietnamiennes, pour soutenir les luttes des guérillas, des luttes d'indépendance, lutte anticoloniale, lutte pour les droits civiques, lutte contre la ségrégation raciale, lutte contre l'apartheid. Dans ces luttes, les femmes sont actives et dans les guérillas, le plus souvent, elles portent le fusil. L'espoir d'un nouveau monde se dessine, mais quelle sera leur place à elles? En 1967, cela fait à peine 2 ans que les femmes mariées ont acquis une autonomie juridique, qu'elles peuvent avoir un carnet de chèques à leur nom, qu'elles peuvent travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Autrement dit, mieux vaut être célibataire. C'est d'ailleurs ce que conclut Monique Wittig dans cette entrevue en 1979 avec Josie Thibault, militante du mouvement de libération des femmes. Comment je suis devenue féministe? Je crois que c'est... je me souviens que j'ai pris une décision consciente quand j'avais 12 ans, que je ne me marierais jamais, et qu'en ne me mariant pas, je ne deviendrais pas une femme, et en tout cas j'échapperais à la dépendance des femmes, donc je ne deviendrais pas une femme, je n'aurais pas une vie de femme qui sert un homme, qui n'a pas de vie à elle. Et donc je ne me marierai pas. Et je crois que peu de temps après, j'ai pris connaissance du code des lois, et je l'ai oublié maintenant, mais il y avait des clauses sur la tutelle qui ne frappaient que les femmes mariées, ce qui existe depuis l'origine du code Napoléon, puisque à ce moment-là, les femmes étaient assimilées aux mineurs et aux fous. Mais seulement les femmes mariées. Et je me suis toujours demandé, mais alors pourquoi les femmes se mariaient? Puisque je me suis rendu compte que sans doute il fallait résister à une certaine pression sociale pour ne pas le faire, mais je ne l'ai pas compris tout de suite, évidemment. 1967, Monique Wittig commence donc à écrire Les guerrières. Son premier livre, Le Poponax, a été publié aux éditions de Minuit en 1964 et a reçu le prix Médicis. Marguerite Duras l'a qualifié de chef-d'œuvre d'écriture, d'œuvre éclatante. La presse a salué cette jeune auteure, placée d'emblée dans le courant du nouveau roman et aux côtés de Nathalie Sarraute. Après Le Poponax, Monique Wittig continue bien sûr à écrire des pièces radiophoniques, des nouvelles, et elle traduit aussi. Elle traduit par exemple ce livre de Marcuse, L'homme unidimensionnel, qui paraît en France en avril 68, juste quelques jours avant les événements qu'on a appelés de mai 68. Livre qui va avoir un large écho. Monique Wittig écrit donc au sein d'un paysage politique, critique et théorique des années 60-70, où se conjugue à la fois la conviction de devoir et de pouvoir changer ce monde ancien, et pour l'écrivain qu'elle est, la nécessité de devoir travailler d'autres récits, de traiter le langage comme un matériau brut, de recréer la puissance des mots. Le Poponax a provoqué un choc. Les guerrières vont provoquer un bouleversement. Les guerrières paraissent il y a exactement 50 ans, le 20 septembre 1969, et cet ouvrage continue à vivre intensément et vient de reparaître exactement 50 ans après, en collection de poche, chez l'édition de Minuit. Les guerrières paraissent avant toute première manifestation collective du mouvement de libération des femmes. Cette épopée poétique, comme elle le dit elle-même, cette épopée poétique devient vite ce livre que l'on se passe, qu'on lit, qu'on commente, et dont on répète les phrases, les « elles disent ». Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence.
Comme tout poème épique, le texte déroule des cycles, symbolisés par un cercle épais, espaçant et articulant les trois parties de l'ouvrage. Mouvement circulaire annulant toute lecture linéaire et donnant à ce pronom collectif « elle » une force active, dynamique, en mouvement permanent. Ce « elle » s'accompagne de centaines de prénoms, rythmant toutes les 5 pages environ les pages de droite du livre. Elles disent, elles parlent, elles jouent, elles courent, elles chantent, elles combattent, elles se racontent des histoires. Elles se racontent les histoires des héroïnes oubliées du passé. Par exemple, les sœurs Trunk, qui étaient des combattantes vietnamiennes qui, en l'an 39, ont levé une armée de femmes et ont repoussé pendant 3 ans les attaques chinoises. Ou alors de Vlasta, amazone de Bohême, qui, au 7e siècle, après la mort de sa compagne Libussa, a formé un État indépendant et a mené pendant 7 à 8 ans une guerre des filles pour se défendre, évidemment. La résonance de cette épopée des L s'étend avec les traductions. En anglais, espagnol, allemand, néerlandais, italien, russe. Elles prennent différents accents, différentes formes. Les cercles se multiplient. Cette soirée est encore un autre cercle. Cette soirée de lecture est d'abord pour elle, pour Monique Wittig, pour l'amie qui reste si proche, l'amie qui nous accompagne et dont l'écriture et les textes nous bouleversent toujours autant aujourd'hui. Cette soirée est aussi pour toutes les guerrières d'aujourd'hui. Je suis obligée de passer un deuxième bouquin, c'est Les Guerrières. J'ai commencé à l'écrire en 67 et il se trouve qu'à ce moment-là, au moment où j'écrivais déjà Les Guerrières, où j'avais déjà un certain nombre de textes, en particulier les textes de guerre, parce que ça, justement, je crois que j'aurais pas pu les écrire après le mouvement. Les textes de guerre ont été écrits avant, c'est d'ailleurs le début du livre, en fait. Chronologiquement, c'est la partie 1 du livre, mais elle est mise à la fin pour des raisons techniques, si tu veux. Elle est mise à la fin, la partie guerre, parce qu'il faut rentrer dans un monde où il n'y a que elle. Le prénom elle, pour que ce soit vraiment choquant au point de vue fiction, tu vois, cette technique. Parce que ça n'existe pas pratiquement dans la fiction, ce elle collectif. Alors ça ne peut exister qu'après la guerre. Ah oui, d'accord. Mais il aurait fallu que je fasse une explication parce que personne n'a compris. Bon, enfin bref. C'est un dispositif qui est expliqué d'une façon formelle par le cercle, tu vois, et aussi à l'intérieur du livre, le cercle dont parle Pascal, qui ne commence nulle part, qui ne finit jamais, enfin je ne me rappelle plus de tout ça. Non, mais c'est un peu trop intellectuel, quoi. Bon, j'ai commencé à écrire Les Guerrières. Il se trouve qu'au moment où j'écrivais Les Guerrières, j'ai rencontré plusieurs femmes que j'aimais bien. Puis sur ces entrefaites, 68 est arrivé. Alors, j'ai perdu de vue ce groupe. Ah oui. Et puis, bon, je me suis engagée dans des activités de 68, qui n'étaient pas spécifiquement féministes. Et après, dans le repli de 68, en octobre 68, moi je me disais, c'est fou, ce serait vraiment le moment de commencer un groupe de femmes. Alors à ce moment-là, j'avais déjà l'idée d'un groupe qui fonctionnerait de façon très militante, un peu comme les, je sais pas, moi j'avais l'idée des groupes de guérilla au Vietnam ou au Laos, tous les trucs qu'on avait appris avec la guerre du peuple, parce que j'avais toujours en tête la phrase de Michelet, les femmes sont un peuple dans le peuple, et je le voyais vraiment comme ça. Donc, tu sais, tu connais cette phrase de Michelet, il dit carrément, je vois un peuple dans le peuple, ce peuple, le premier peuple a de quoi mettre du beurre sur son pain, il peut acheter des saucisses, marche vêtu dans la rue avec des chaussures. Le peuple dans le peuple mange le pain sec, en a des plus petites quantités, marche pieds nus et quelquefois sans vêtements chauds en plein hiver. Enfin, c'est vraiment, tu vois, une opposition économique très forte qui dénonce. Et en même temps, cette idée de peuple dans le peuple, ça donne une idée quand même assez militante. Espacement doré, lacune. Ils sont vus les déserts verts. On les rêve, on les parlera. Les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes.
les mortes, les mortes, les mortes. Connivence, révolution, c'est l'ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur. Dans les poitrines mamelées, les phénix, célibataires et dorés, libres, on entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les soleils verts. Les prairies, violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment, triomphant, que tout geste est renversement. Quand il pleut, elles se tiennent dans le kiosque. On entend l'eau frapper les tuiles et ruisseler sur les pentes du toit. Des franges de pluie entourent le pavillon du jardin. L'eau qui descend aux angles a un débit plus fort. Il y a comme des sources qui creusent les cailloux à l'endroit où elles touchent le sol. À la longue, quelqu'une dit que c'est comme un bruit de miction, qu'elle ne peut pas y tenir en se mettant accroupie. Certaines alors font cercle autour d'elle pour regarder les nymphes chasser l'urine. Elles se font peur en se cachant derrière les arbres. L'une ou l'autre demande grâce. Alors on se laisse attraper dans le noir en disant « Malheur à celle qui est vaincue ». Ou bien on cherche à tâtons en reniflant celle dont le parfum est honoré. La môme, l'anis, le bétel, la cannelle, le cubeb, la menthe, la réglisse, le musc, le gingembre, le girofle, la muscade, le poivre, le safran, la sauge, la vanille peuvent être honorés successivement. Les porteuses de ces parfums sont alors poursuivies dans le noir comme à Colin-Maillard. On entend des cris, des rires, des bruits de chute. Il arrive que par temps gris, elles se mettent à pleurer à chaudes larmes, en disant que sous le soleil, les toits des maisons et les murs ont une toute autre couleur. Le brouillard est étendu sur l'eau, sur les champs, autour des maisons. Il pénètre derrière les fenêtres closes. Quelqu'une vient pour visiter la maison. Elle ne peut pas la voir. Les grands tableaux, dont les couleurs sont violentes, disparaissent derrière des vapeurs oranges. Elle se laisse tomber par terre alors en demandant qu'on la distrait. On lui raconte avec beaucoup de détails l'histoire de celle qui, parlant de sa vulve, a coutume de dire que grâce à cette boussole, elle peut naviguer du levant au couchant. Quelques-unes nagent en se laissant dériver vers les dernières taches du soleil sur la mer. À l'endroit le plus lumineux, alors que, aveuglées, elles tentent de s'éloigner, elles disent qu'elles sont assaillies par une puanteur insupportable. Plus tard, elles sont prises de vomissements. Elles se mettent à gémir alors en forçant sur leurs bras, en nageant le plus vite qu'elles peuvent. À un moment donné, elles heurtent la charogne flottante d'un âne. Les remous de la mer font surgir par moments des parties gluantes, informes, d'une couleur indicible, luisante. Elles disent qu'elles ont crié de toute leur force, en versant des larmes nombreuses, en déplorant que pas une brise marine ne se lève pour chasser l'odeur, en soutenant sous les bras et aux aines de l'une d'entre elles qui s'est évanouie, tandis que les vomissures se multiplient autour d'elles à la surface de l'eau. Si quelqu'une marche sur la côte, c'est à peine si elle peut tenir debout. À travers les haies, on aperçoit des colchiques blancs et violets ou des champignons à chapeau rose. L'herbe n'est pas haute, il s'y tient des génisses nombreuses. Les maisons sont closes à partir des pluies d'automne.
Dans les jardins, il n'y a pas des petites filles qui jouent. Il n'y a pas des fleurs dans les plates-bandes. Quelques jouets sont à l'abandon, un cerceau de bois peint, un olisbos rouge et bleu, un ballon blanc, un fusil de plomb. On va au marché pour se procurer les provisions. On passe devant les étals de fruits, de légumes, de bouteilles de verre rose, bleu, rouge, verte. Il y a des entassements d'oranges orange, d'ananas ocre, de mandarines, de noix, de mangue vertes et roses, de brugnons bleus, de pêche verte et rose, d'abricots jaune orange. Il y a des pastèques, des papayes, des avocats, des melons d'eau, des amandes vertes, des nèfles. Il y a des concombres, des aubergines, des choux, des asperges, du manioc blanc, des piments rouges, des citrouilles. Sur les bras nus des jeunes vendeuses, des guêpes sont posées qui vont et viennent. Les chasseuses ont des chapeaux marron foncé et des chiens. Au coup de fusil qu'on entend, Dominique Aron dit que l'oiseau vole encore, que le lièvre court encore, que le sanglier, que le cerf, que le renard, que le phacochère courent encore. On peut surveiller les environs. Si quelque troupe s'avance sur la route et que s'élève un nuage de poussière, elle la regarde s'approcher en poussant des cris à la cantonade pour que les fenêtres soient fermées et les fusils tenus derrière les fenêtres. Anne Damien joue à ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'herbe qui verdoie et la route qui poudroie. Ce qui les désigne comme l'œil des cyclopes, leur unique prénom, Osée, Balkis, Sarah, Nicée, Dolé, Corée, Sabine, Daniel, Galswind, Edna, Joseph. Un cheval attelé à une charrette passe le soir. La charrette porte un amas de betteraves coupées ou des pommes de terre ou de l'herbe fourragère. Longtemps avant et longtemps après son passage, on entend les sabots qui frappent le goudron de la route. Le cheval qui avance n'est pas conduit par quelqu'une. Il y a quelque part une sirène. Son corps vert est couvert d'écailles. Son visage est nu. Les dessous de ses bras sont couleur d'incarnat. Quelquefois, elle se met à chanter. Elles disent que de son chant, on n'entend qu'un « haut » continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle, comme tout ce qui rappelle le haut, le zéro ou le cercle, l'anneau vulvaire. Au bord du lac, il y a un écho. On s'y tient avec un livre ouvert dont les passages préférés sont redits de l'autre côté par la voix qui s'éloigne et répète. Au double écho, Lucie Moore crie la phrase de Fénaret « Je dis que ce qui est, ce qui n'est pas. Je dis que ce qui n'est pas est également. » Quand elle reprend plusieurs fois la phrase, la voix dédoublée, puis triple, superpose sans cesse ce qui est et ce qui n'est pas. Les ombres couchées sur le lac bougent et se mettent à trembler à cause des vibrations de la voix. On voit qu'elles ont entre les mains des petits livres dont elles disent que ce sont des féminaires. Il s'agit de nombreux exemplaires du même modèle, ou bien il en existe de plusieurs sortes. Quelqu'une a écrit sur l'un d'eux un exergue qu'elle se répète à l'oreille et qui les fait rire à gorge déployée. Quand il est feuilleté, le féminaire présente de nombreuses pages blanches sur lesquelles elles écrivent de temps à autre. Pour l'essentiel, il comprend des pages avec des mots imprimés en caractères majuscules, dont le nombre est variable. Quelquefois, il y en a seulement un, ou bien la page peut en être remplie. Le plus souvent, ils sont isolés au milieu de la page, bien espacés noir sur fond blanc, ou bien blanc sur fond noir. Elles disent qu'elles exposent leur sexe afin que le soleil s'y réfléchisse comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. On les voit courir à grandes enjambées. Elles sont toutes illuminées en leur milieu à partir des pubis, des clitoris encapuchonnés, des nymphes doubles et plissées. L'éclat qu'elles jettent en s'immobilisant et en se tournant de face
fait que les yeux se fixent ailleurs, n'en pouvant supporter la vue. Calypso, Judith, Anne, Isuite, Krishna, Roberta, Vlaka, Cléonis, René, Maria, Béatrice, Reine, Idomene, Guillermina, Armide, Senobi, Lesia. Il existe une machine à enregistrer les écarts. Elle est posée sur un socle d'agate. C'est un parallélépipède de peu de hauteur. Au centre d'une prairie semée de pâquerettes au printemps, en été de marguerites, en automne de colchiques blancs et bleus. Les calculs qui s'opèrent dans la machine sont à tout moment signalés par des cliquetis, des déclics, des sons aigus, des timbres tintinabulants, des espèces de bruits comparables à ceux d'une caisse enregistreuse. Il y a des lumières qui s'éteignent et qui s'allument suivant des intervalles de temps irréguliers. Elles sont rouges, oranges, bleues. Les orifices qui leur donnent passage sont circulaires. Tous les écarts sont sans cesse enregistrés dans la machine. Une même unité les mesure, quelle que soit leur espèce. La position dans la prairie de la machine à enregistrer les écarts ressemble à celle d'une certaine fontaine gardée par des jeunes filles porteuses d'épées flamboyantes. Mais la machine n'est pas gardée, son abord est aisé. Elle rappelle l'histoire de celle qui a longtemps habité là où les chameaux passent. Tête nue sous le soleil, Clémence Mailleul a sans cesse invoqué Amaterasu, la déesse du soleil, en coupant ses cheveux en abondance, en se baissant par 3 fois vers le sol qu'elle frappe de ses mains, et en disant « Je te salue, grande Amaterasu, au nom de notre mère, au nom de celles qui vont venir. Que notre règne arrive, que cet ordre soit rompu, que les bons et les méchants soient abattus. » Elles disent que Clémence Mailleul a souvent dessiné sur le sol l'eau qui est le signe de la déesse, le symbole de l'anneau vulvaire. Elles disent comment déterminer un événement digne de mémoire. Faut-il qu'Amaterasu elle-même s'avance sur le parvis du temple, le visage brillant, aveuglant tous les yeux de celles qui, prosternées, posent leur front sur le sol et n'osent pas relever la tête? Faut-il qu'Amaterasu, élevant très haut le miroir circulaire, tonne de tous ses feux? Faut-il que ses rayons, par le biais du miroir, incendient la terre sous les pas de celles qui sont venues rendre hommage à la déesse du soleil, la plus grande des déesses? Faut-il que sa colère soit exemplaire? Elles disent que les références à Amaterasu ne sont plus de mise. Elles disent qu'elles n'ont pas besoin des symboles ou des mythes. Elles disent que le temps où elles sont parties de zéro est en train de s'effacer de leur mémoire. Elles disent qu'elles peuvent à peine s'y référer. Quand elles répètent « il faut que cet ordre soit rompu », elles disent qu'elles ne savent pas de quel ordre il est question. Ido, Blanche, Valentine, Gilberte, Faustia, Monime, Tché, Bauk, Sophie, Alizée, Octavie, Josiane, Gaïa, Déodata, Kaa, Vilaine, Ange, Frédéric, Bette. Qu'est-ce que le début, disent-elles? Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles ressemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres, à nul point, ne peuvent s'accrocher.
à la verticale, à l'horizontale. C'est la même glace, ni froide ni chaude, c'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Elles se meuvent, lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent, avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs, multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont où elles viennent, enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Elle regarde des vieilles images, des photographies. Quelqu'une les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles. C'est un jour de grève. Les ouvrières font un piquet de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond l'une derrière l'autre, en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds dans le champ, il y a un cercle de terre battue. Ou bien, quelqu'une commente la série de photographies des manifestations. Les manifestantes avancent en tenant toutes un livre dans une main levée. Les visages sont remarquables par leur beauté. Leur foule compacte déferle sur la place, rapide quoique sans violence, portée par le mouvement interne que lui impose sa masse. D'énormes mouvements s'effectuent en divers points de la place quand les manifestantes tentent de s'arrêter autour des groupes d'une ou de plusieurs parleuses. Mais elles sont immédiatement poussées, entraînées par les milliers de jeunes femmes qui les suivent et qui s'arrêtent à leur tour. Malgré les perturbations que les mouvements particuliers font subir à l'ordre général, il n'y a pas de piétinement, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de courses subites et forcées. Les parleuses peuvent se tenir immobiles. À un moment donné, la foule amorce un mouvement général d'arrêt. Il lui faut quelque temps pour s'immobiliser tout à fait. Là-bas, des allocutions ont commencé. Les voix dans les haut-parleurs sollicitent l'attention des manifestantes.
Elle regarde une vieille gravure en couleur. Quelqu'une la raconte en disant « Ce sont des femmes en uniforme bleu roi qui marchent en escadre. Elles sont une quinzaine. Leurs pantalons ont un liseré noir sur les côtés. Les uniformes portent des boutons dorés. Elles avancent au son d'une musique de fifre. Au-dessus de leur tête, les arbres sont agités par le vent. Des fleurs blanches d'acacia et des fleurs de tilleul tombent sur leurs épaules. L'une d'elles se met à rire. Sur la place, le bruit de la fontaine est si fort qu'il couvre la musique. Mais, soit que les instrumentistes aient redoublé leurs efforts, soit qu'ils aient été à la hauteur de la fontaine, à un moment donné, on ne perçoit plus que vaguement le bruit de l'eau. Les fenêtres des maisons sont ouvertes. Des têtes n'y apparaissent pas. Elles longent toute la grande rue et elles s'arrêtent sous les arcades. Leur ordre de marche est rompu. Elles entrent en bavardant et les personnes assises dans le café, tournant la tête de leur côté, les regardent. Au milieu des uniformes bleu roi, il y a une femme tout habillée de rouge, en uniforme également. Elles n'utilisent pas, pour parler de leur sexe, des hyperboles, des métaphores. Elles ne procèdent pas par accumulation ou par gradation. Elles ne récitent pas les longues litanies dont le moteur est une imprécation sans fin. Elles ne s'efforcent pas de multiplier les lacunes de façon que dans leur ensemble, elles signifient un lapsus involontaire. Elles disent que toutes ces formes désignent un langage suranné. Elles disent qu'il faut tout recommencer. Elles disent qu'un grand vent balaie la terre. Elles disent que le soleil va se lever. Dionée, Inès, Hésione, Elisa, Victoire, Otis, Damourachi, Ashmunigal, Nephthys, Circé, Dora, Denise, Camille, Belle, Christine, Germanica, Lanzi, Simonie, Égette, Zona, Draga. Il y a là Elsa Brauer, Julie Brunel, Odile Roch, Evelyne Sabir. Elles sont debout devant la grande assemblée des femmes. Elsa Brauer frappe les cymbales l'une contre l'autre quand elle s'arrête de parler, tandis que Julie Brunel, Odile Roch, Evelyne Sabir font, pour l'accompagner, de longs roulements sur leur tambour. Elsa Brauer dit quelque chose comme « Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave. Souviens-toi. Tu t'en vas seule, pleine de rire, tu te baignes le ventre nu, tu te dis que tu en as perdu la mémoire, souviens-toi. Les roses sauvages fleurissent dans les bois, ta main se déchire au buisson pour cueillir les mûres et les framboises dont tu te rafraîchis, tu cours pour attraper les jeunes lièvres que tu écorches aux pierres des rochers pour les dépecer et les manger tout chauds et sanglants. Tu sais comment ne pas rencontrer un ours sur les pistes. Tu connais la peur de l'hiver quand tu entends les loups se réunir. Mais tu peux rester assise pendant des heures sur le sommet des arbres pour attendre le matin. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police
n'a été trop puissante pour les traquer. Aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles, une par une, et les détruire. Elle, alors, entonne le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les maux dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à 3 pieds. » La disposition sériale se poursuit en même temps que le cycle s'achève. Mais c'est trop dire ou trop peu. Elles disent que pour faire un cycle, il faut une série d'actions éclatantes ou d'événements extraordinaires et funestes. Charlotte Bernard dit qu'elles ne sont pas concernées. Emmanuel Chartres dit qu'il n'est plus de mise de s'émerveiller devant cette sorte de cycle. Marie-Serge dit qu'aussi bien le cycle peut se référer à des mythologies et ne pas faire mention d'actes qui aient quelque semblant de réalité. Flamini Pougens dit que pour qu'elles y soient tout à fait impliquées, il faut les inventer. Elle rit alors et tombe à la renverse à force de rire. Toutes sont gagnées. Il monte un bruit pareil au roulement du tambour sous une voûte. Les briques du plafond tombent une à une, découvrant par les ouvertures les lambris dorés des salles hautes. Les pierres des mosaïques sautent, les pattes de verre dégringolent. Il y a des éclats de bleu, de rouge, d'orange, de mauve. Le rire ne décroît pas. Elle ramasse les briques et, s'en servant comme de projectiles, elle bombarde les statues restées debout au milieu du désordre. Elle s'applique à faire descendre les pierres restantes. C'est un choc terrible de la pierre contre la pierre. Elles évacuent celles qui, parmi elles, sont touchées. La destruction systématique du bâtiment est menée à bien par elles au milieu d'un vacarme de cris, d'appels, tandis que le rire se prolonge, s'étale, devient total. Il ne prend fin que quand, de l'édifice, il ne reste plus que des pierres sur des pierres. Elles se couchent alors et s'endorment. Nous, Joanne, Baïsat, Vladia, Émilie, Mérope, Domitia, Annabelle, Selma, Mumtaz, Wada, Atis, Ariane, Léontine, Carole, Gurino, Gongila, Arignota. Elles disent qu'elles sont concernées par la stratégie et par la tactique. Elles disent que les armées massives qui comprennent des divisions, des corps, des régiments, des sections, des compagnies sont inopérantes. Leurs exercices consistent en manœuvres, marches, gardes, patrouilles. Ils ne donnent aucune vraie pratique du combat. Elles disent qu'ils ne forment pas au combat. Elles disent que dans ces armées, on n'apprend pas le maniement des armes d'une façon efficace. Elles disent que ces armées sont des institutions. On parle de leurs casernes, de leurs postes, de leurs garnisons. On parle de leurs trains, de leur génie, de leur artillerie, de leur infanterie, de leur état-major. Dans ce contexte, la stratégie consiste à faire des plans de campagne, la tactique des opérations d'avance ou de retraite. La stratégie, alors, vaut la tactique, toutes deux étant à court terme. Elles disent que dans cette conception de la guerre, les armes sont difficiles à déplacer, les effectifs ne peuvent pas s'adapter à toutes les situations. La plupart du temps, ils combattent en terrain inconnu. Elles disent que l'audace n'est pas ce qui les caractérise. Elles disent qu'ils ne peuvent pas combattre avec précision. Ils reculent ou ils avancent suivant des plans dont la tactique ou la stratégie leur échappe. Elles disent que ces armées ne sont pas redoutables, leurs effectifs étant recrutés, la participation n'y étant pas volontaire. Les armes qui les intéressent sont portatives. Il s'agit de lance-fusées qu'elles portent sur l'épaule. C'est l'épaule qui sert de point d'appui pour tirer. On peut courir et se déplacer extrêmement vite sans perdre sa puissance de feu. Il y a toutes sortes de fusils, il y a les mitrailleuses et les lance-fusées. Il y a les pièges en fosse pourvus de mâchoires, les trappes, les chambres tapissées de séries de lames de bambou tranchants plantées en pieux.
Les déplacements sont des coups de main, des embuscades, des attaques imprévisibles suivies d'une retraite rapide. L'objectif n'est pas de gagner du terrain, mais de détruire le plus possible l'adversaire, d'annihiler ses armements, de l'obliger à se mouvoir en aveugle, de ne jamais lui laisser les initiatives des engagements, de le harceler sans cesse. Suivant cette tactique, mettre un adversaire hors de combat sans le tuer, c'est immobiliser plusieurs personnes, celle qui est blessée et celle qui lui porte secours, c'est semer le désarroi à coup sûr. Elles disent que, tandis que le monde est plein de bruit, elles les voient déjà s'emparer des cités industrielles. Elles sont dans les usines, dans les aérodromes, dans les maisons de la radio. Elles contrôlent les communications. Elles ont mis la main sur les usines d'aéronautique, d'électronique, de balistique, d'informatique. Elles sont dans les fonderies, les hauts fourneaux, les chantiers navals, les arsenaux, les raffineries, les distilleries. Elles se sont emparées des pompes, des presses, des leviers, des laminoirs, des treuils, des poulies, des grues, des turbines, des marteaux-piqueurs, des arcs de chalumeaux. Elles disent qu'elles les voient se déplacer avec force et bonheur. Elles disent qu'elles les entendent crier et chanter « Le soleil peut briller, le monde nous appartient ». Voyez-le, ce mal jambé qui cache ses mollets de toutes les façons. Voyez sa démarche timide et sans audace. Dans ces villes, il est aisé d'entreprendre contre lui des actions violentes. Vous le guettez au coin d'une rue, la nuit. Il croit que vous lui faites signe. Vous en profitez pour vous emparer de lui par surprise. Il n'a même pas le temps de crier. Embusqué dans ces villes, vous le chassez. Vous vous saisissez de lui, vous le capturez, vous le surprenez en criant de toutes vos forces. Elles disent qu'elles ne pourraient pas manger du lièvre, du veau ou de l'oiseau. Elles disent que des animaux, elles ne pourraient pas en manger, mais que de l'homme, oui, elles peuvent. Il leur dit en redressant la tête avec orgueil, « Pauvres malheureuses, si vous le mangez, qui ira travailler dans les champs? Qui produira la nourriture, les biens de consommation? Qui fera des avions? Qui les pilotera? Qui fournira des spermatozoïdes? Qui écrira les livres? Qui gouvernera enfin? » Elles, alors, rient en découvrant leurs dents le plus qu'elles peuvent. Ils se mettent à pleurer. Et elles disent que non, elles ne pourraient pas manger du lion, du chien, du puma, de l'agneau, de la girafe, de la souris, de la coccinelle, du merle, de la gibelotte. Elles disent « Regardez-le, ce mâle jambé qui cache ses mollets de toutes les façons. » Elles disent que c'est un gibier idéal. Elles disent qu'elles ont besoin de manger pour vivre. Il insiste encore en disant que l'homme est dépourvu de crocs, de griffes, de trompes, de jambes pour courir. Il insiste en disant « Pourquoi s'attaquer à un être dépourvu de défense ?» Elles font des gestes de lutte, s'approchant et reculant en dansant des mains et des pieds. Quelques-unes tiennent des perches de bambou, des tiges de sorgho, des bâtons de bois, dont ceux qui sont longs représentent des lances et des grandes hallebardes, et ceux qui sont courts, des épées doubles ou des sabres simples. Se séparant par portes et chemins, elles se bousculent avec impétuosité. Leur violence est extrême. Elles se heurtent avec bravoure. Nul ne peut leur imposer de frein. Chaque fois qu'on fait ces exercices, il faut réunir plusieurs dizaines d'entre elles afin qu'elles jouent ainsi ensemble.
Elles se tiennent au-dessus des remparts, le visage couvert d'une poudre brillante. On les voit sur tout le tour de la ville, ensemble, chantant une espèce de chant de deuil. Les assiégeants sont près des murs, indécis. Elles, alors, sur un signal, en poussant un cri terrible, déchirent tout d'un coup le haut de leurs vêtements, découvrant leurs seins nus, brillants. Les ennemis se mettent à délibérer sur ce qu'unanimement ils appellent un geste de soumission. Ils dépêchent des ambassadeurs pour traiter de l'ouverture des portes. Ceux-ci sont au nombre de 3. Ils s'écroulent, frappés par des pierres dès qu'ils sont à portée de jet. L'armée tout entière se rue contre les murs, avec les béliers, les lance-flammes, les canons, les échelles à grappins. Un grand tumulte se fait. Les assiégeants poussent des cris de colère. Elles, faisant moduler leur voix dans des stridences qui exaspèrent l'oreille, avec les flèches, avec les pierres, avec la poix brûlante une à une, soutiennent le siège, ne bougeant pas de leur place, si ce n'est pour porter secours à l'une d'entre elles ou pour remplacer une morte. À l'intérieur, des longues processions vont et viennent, les unes portant la poix, les autres l'eau pour éteindre les incendies. Au-dessus des murs, les combattantes sont vues, chantant sans s'arrêter, leurs grandes bouches ouvertes sur les dents blanches. Dans leurs visages noircis, les joues brillent encore. Certaines ont de grands rires, et portant en avant leurs seins nus, dans un mouvement brutal, elles manifestent leur agressivité. Oedipe, Pernette, Merci, Germaine, Daphné, Cynthia, Shirley, Niobe, Harriet, Roxane, Caroline, Hulda, Daisy, Praomira, Manier, Florence, Chattard, Asta. Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont tel quel adoré à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leur arrière-cour. Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours dans leur discours traîné dans la boue. Elles disent, ils t'ont dans leur discours possédé, violé, prise, soumise, humilié tous leurs sous. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent, ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races qu'ils ont appelées inférieures. Elles disent, oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs, les mêmes maîtres qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux, que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité. Droit pour eux à la domination et à l'appropriation. Elles disent oui. Ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui ont écrit des nègres et des femelles qu'ils sont universellement fourbes, hypocrites, rusés, menteurs, superficiels, gourmands, pusillanimes, que leur pensée est intuitive et sans logique, que chez eux la nature est ce qui parle le plus, etc. Elles disent oui. Ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui dorment couchés sur leur coffre pour protéger leur argent et qui tremblent de peur quand la nuit vient. Elles sont sur leurs chevaux bondissant sans cesse cabrés. Elles se portent sans ordre à la rencontre de l'armée ennemie. Elles ont peint leurs figures et leurs jambes de couleurs vives. Les cris qu'elles poussent sont si terribles que beaucoup parmi leurs adversaires lâchent leurs armes, courant droit devant eux en se bouchant les oreilles. Elles sont sur les crêtes qui dominent le passage. Dans cette position stratégique qui est tout à leur avantage, elles portent les arcs en avant et tirent des milliers de flèches. Alors, l'ordre de l'armée se rompt. Tous se mettent à courir dans la plus grande confusion. Certains vont vers la sortie du passage, d'autres tentent de revenir sur leurs pas. Ils se heurtent et se bousculent en fuyant. Ils trébuchent sur le corps des blessés, des morts. Aucun ordre n'est plus entendu. On perçoit les cris de désespoir, de panique, les hurlements de douleur. Beaucoup jettent leurs épées en travers de leur course. Quelques-uns grimpent vers les collines en faisant signe qu'ils se rendent. Ils sont aussitôt abattus. Quand le fond de la vallée est devenu un charnier, elles brandissent leurs arcs au-dessus de leur tête. Elles poussent des cris de victoire. Elles entonnent un chant de mort où ces paroles sont entendues. Vautour à la tête chauve,
frère des morts, vautour, fais ton office. Avec ces cadavres que je t'offre, reçois aussi ce vœu, que jamais mes flèches ne se plantent dans tes yeux. Elles disent qu'ils mettent tout leur orgueil dans leur queue. Elles se moquent. Elles disent que leur queue, ils la voudraient longue, mais qu'ils se sauveraient en couinant s'ils marchaient dessus. Elles s'esclaffent et se mettent à imiter quelque animal saugrenu qui a du mal à se déplacer. Quand elles ont un prisonnier, elles le mettent nu et le font courir dans la rue en criant « Elle est à verge, vergette, batogue, baguette, broche, brochette, verge de plomb !» Quelquefois, il s'agit d'un beau corps évasé aux hanches, où la peau est miellée, où les muscles n'apparaissent pas. Elles le prennent alors et le caressent pour lui faire oublier tous leurs mauvais traitements. Elles disent « Esclave, tu l'es vraiment si jamais il en fut. » Ils ont fait de ce qui les différencie de toi le signe de la domination et de la possession. Elles disent « Tu ne seras jamais trop nombreuse pour cracher sur le phallus. Tu ne seras jamais trop déterminée pour cesser de parler leur langage, pour brûler leur monnaie d'échange, leurs effigies, leurs œuvres d'art, leurs symboles. » Elles disent « Ils ont tout prévu. Ta révolte, ils l'ont d'avance baptisée révolte d'esclaves, révolte contre nature. Ils l'appellent révolte par laquelle tu veux t'approprier ce qui leur appartient, le phallus. » Elles disent « Je refuse de marmotter après eux les mots de manque, manque de pénis, manque d'argent, manque de signes, manque de nom. Je refuse de prononcer les mots de possession et de non-possession. » Elles disent « Si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. » Elles attendent les messagères sur le pas de leur porte, le sourire aux lèvres. Elles ont défait leurs cheveux, elles ont revêtu les costumes de guerre qui laissent les corps libres de leurs mouvements. À l'intérieur des maisons, elles ont répandu l'eau de la vaisselle et le linge sale. L'une d'entre elles, debout au milieu de la place, tourne lentement sur elle-même, les bras étendus de part et d'autre du corps en disant « Le jour d'été est brillant, mais plus brillant encore est le sort de la jeune fille. Le fer plongé dans la glace est froid, mais plus froid encore est le sort de la femme qui a contracté mariage. La jeune fille est dans la maison de sa mère comme la semence dans la terre féconde. La femme est sous le toit de son mari comme le chien dans les chênes. Rarement l'esclave goûte la douceur de l'amour, la femme jamais. » Elles disent « Malédiction, c'est par la ruse qu'il t'a chassé du paradis de la terre. En rampant, il s'est insinué auprès de toi. Il t'a dérobé la passion de connaître, dont il est écrit qu'elle a les ailes de l'aigle, les yeux de la chouette, les pieds du dragon. Il t'a fait esclave par la ruse, toi qui as été grande, forte, vaillante. Il t'a dérobé ton savoir. Il a fermé ta mémoire à ce que tu as été. Il a fait de toi celle qui n'est pas, celle qui ne parle pas, celle qui ne possède pas, celle qui n'écrit pas. Il a fait de toi une créature vile et déchue. Il t'a bâillonné, abusé, trompé. Usant de stratagèmes, il a fermé ton entendement. Il a tissé autour de toi un long texte de défaite qu'il a baptisé « nécessaire à ton bien-être, à ta nature ». Il a inventé ton histoire. Mais le temps vient où tu écrases le serpent sous ton pied. Le temps vient où tu peux crier, dresser, pleine d'ardeur et de courage. Le paradis est à l'ombre des épées. Elles disent « Malheureuse, ils t'ont chassé du monde des signes. Et cependant, ils t'ont donné des noms, ils t'ont appelé esclave, toi, malheureuse esclave. Comme des maîtres, ils ont exercé leur droit de maître. Ils écrivent de ce droit de donner des noms qu'il va si loin que l'on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Ainsi, ils disent qu'ils ont dit « Ceci est telle ou telle chose ». Ils ont attaché à un objet et à un fait tel vocable, et par là, ils se le sont, pour ainsi dire, appropriés. Elles disent, ce faisant, ils ont gueulé, hurlé de toute leur force pour te réduire au silence. Elles disent, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte,
la langue, le palais, les lèvres, elles disent « Le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent ». Elles disent « Le langage que tu parles est fait de signes qui, à proprement parler, désignent ce qu'ils se sont appropriés. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main, ce sur quoi ils n'ont pas fondu. » Déméter, Cassia, Popée, Taïsi, Fatima, Opale, Léonore, Emmanuel, Bogie, Chirine, Agathe, Kemphet, Mélisande, Irène, Léocadia, Laure. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main, ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples, cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire ou de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre. Elles disent qu'ils vivent, qu'ils meurent, ils n'ont plus le pouvoir. Elles sont assises en cercle, quelques-unes ont dégrafé leur tunique à cause de la chaleur, leurs seins touchent leurs genoux, les cheveux sont tordus en mèches innombrables. Elles disent qu'elles ont construit les rapides coureuses, qu'elles ont instruit les rapides coureuses, les porteuses de nouvelles. Elles attendent leur venue, elles chantent, assises par groupes ou accroupies sur les talons, des chants anacycliques comme « Si les esclaves, contre leur volonté, s'épuisent, debout en injuriant, des maîtres haïssables, ils meurent mais sans qu'ils laissent tomber leurs armes, trop ardents au combat, pour fuir et se cacher. » Elles disent « Ville, ville créature dont la possession équivaut au bonheur, bétail sacré qui va de pair avec les richesses, le pouvoir, le loisir. » En effet, n'a-t-il pas écrit « Le pouvoir est la possession des femmes, le loisir est la jouissance des femmes ». Il écrit que tu es monnaie d'échange, que tu es signe d'échange. Il écrit troc, troc, possession, acquisition des femmes et des marchandises. Mieux vaut pour toi compter tes tripes au soleil et râler, frapper de mort que de vivre une vie que quiconque peut s'approprier. Qu'est-ce qui t'appartient sur cette terre? Seule la mort. Nulle force au monde ne peut te la dérober. Et raisonne, explique-toi, raconte-toi, si le bonheur c'est la possession de quelque chose, alors tends à ce bonheur souverain. Mourir. Elles disent qu'elles chantent avec une si parfaite fureur que le mouvement qui les porte est irréversible. Elles disent que l'oppression engendre la haine. On les entend de toutes parts crier « Haine, haine, haine ». À qui leur demande ce que veut dire le sigle LCDB, elles répondent « Vous ne saurez pas de quoi il s'agit ». LCDB, elles disent « Vous pouvez chercher puisque vous avez la première lettre de chaque mot ». Elles disent « Ça ne veut rien dire pour vous, même écrit en toutes lettres ». LCDB, elles disent « Si je traduis pour vous la conjuration de Balkis, qu'en concluez-vous » Elles disent que les révoltes ont gagné en étendue et en force. Elles disent qu'étant donné leur multiplication, il n'est plus question d'utiliser le sigle au singulier. Elles disent qu'on ne peut plus compter les conjurations de Balkis. Elles disent que les conjurés, en se rencontrant, font le signe du cercle, en rapprochant leur index et leur pouce qu'elles arrondissent dans cet assemblage. Si les conjurés tournent leurs paumes vers l'extérieur pour faire le signe du cercle, les pouces étant joints vers le bas, les index vers le haut, c'est que les nouvelles sont bonnes, que la guerre se poursuit avec succès. Si, au contraire, elles font voir le dos de la main, les index en bas, les pouces en haut, c'est qu'elles ont essuyé des revers quelque part. Théophano,
César, Olga, Virgilie, Portia, Xiuhu, Aban, Clémentine, Abra, Ode, Marthe, Jacinthe, Maggie, Uria, Dorothée, Agrippine, Dircé, Nell. Elle crie et accourt vers les jeunes hommes, les bras chargés de fleurs qu'elle leur offre en disant « afin que tout cela ait un sens ». Quelques-unes attachant des quantités de têtes à leurs fleurs disposées en brassées les jettent contre leurs joues. Ils secouent leurs chevaux et rient en s'écartant d'elles et en se rapprochant. Certains s'enfuient et se laissent tomber à terre mollement, les yeux fermés, les mains tendues. D'autres sont complètement dissimulés par les monceaux de fleurs qu'elles ont jetés sur eux. Il y a des roses, des tulipes, des pivoines, des lupins, des pavots, des mufliers, des astées, des bluets, des iris, des euphorbes, des boutons d'or, des campanules. Il y a partout sur le sable des pétales et des tronçons de corolle qui font des taches blanches, rouges, bleu roi, bleu pastel, bleu outre-mer, jaune, violette. Quelques-unes disent qu'ils sont ivres. On les voit se rouler dans les bouquets immenses. Les gerbes des fêtes les couronnent démantibulées. Ils se saisissent des fleurs par poignées et les appliquant contre leurs paupières, contre leur bouche ouverte, ils se mettent à rauquer doucement. Elles disent que l'événement est mémorable, quoique préparé de longue date, et mentionné de façon diverse par les historiens, les écrivains, les faiseurs de vers. Elles disent que la guerre est une affaire de femmes. Elles disent « n'est-ce pas plaisant ?» Elles disent qu'elles ont craché au talon, qu'elles ont coupé les tiges de leurs bottes. Elles disent que pourtant, bien que le rire soit le propre de l'homme, elles veulent apprendre à rire. Elles disent que oui, dorénavant, elles sont prêtes. Elles disent que les tétons, que les cils courbes, que les hanches plates ou évasées, elles disent que les ventres bombés ou creux, elles disent que les vulves sont désormais en mouvement. Elles disent qu'elles inventent une nouvelle dynamique. Elles disent qu'elles sortent de leur toile. Elles disent qu'elles quittent les musées, les vitrines d'exposition, les socles où on les a fixées. Elles disent qu'elles sont toutes étonnées de se mouvoir. Omphale, Corinne, Elfreda, Luhu, Meifei, Vikvavara, Kiji, Vijaya, Batitarika, Ludgarde, Gertrude, Diane, Roniède, Malan, Cléopâtre, Amérise, Bethsabée, Claude. Elle s'adresse aux jeunes hommes en ces termes. Jadis, vous avez compris que nous sommes battus pour vous en même temps que pour nous. À cette guerre qui a été aussi la vôtre, vous avez pris part. Aujourd'hui, ensemble, répétons comme un mot d'ordre que toute trace de violence disparaisse de cette terre, alors le soleil a la couleur du miel et la musique est bonne à entendre. Eux applaudissent et crient de toute leur force. Ils ont apporté leurs armes, elles les enterrent en même temps que les leurs, en disant que s'efface de la mémoire humaine la guerre la plus longue, la plus meurtrière qu'on ait jamais connue. La dernière guerre possible de l'histoire. Elle souhaite aux survivantes et aux survivants l'amour, la force, la jeunesse, qu'ils fassent une alliance durable sur des bases qu'aucun différend ne pourra compromettre à l'avenir. Quelqu'une se met à chanter. Semblable à nous ceux qui ouvrent la bouche pour parler, mille grâces à ceux qui ont entendu notre langage, et ne l'ayant pas trouvé excessif, se sont joints à nous pour transformer le monde. Elles disent « Prends ton temps, considère cette nouvelle espèce qui cherche un nouveau langage. Un grand vent balaie la terre, le soleil va se lever, les oiseaux ne chantent pas encore, les couleurs lilas et violets du ciel s'éclaircissent. » Elles disent « Par quoi vas-tu commencer ?» Elles disent « Les prisons sont ouvertes
et servent d'asile de nuit. Elles disent qu'elles ont rompu avec la notion de dedans, de dehors, que les usines ont abattu chacune un de leurs murs, que les bureaux ont été installés en plein air, dans les rizières. Elles disent « On se trompe fort si l'on s'imagine que j'irai, moi, femme, parler avec violence contre les hommes quand ils ont cessé d'être mes ennemis. » Qu'elles marchent ou se tiennent immobiles, toujours leurs mains sont étendues loin de leur corps. Le plus souvent, elles les portent de chaque côté, à hauteur des épaules, ce qui les fait ressembler à quelques figures hiératiques. Les doigts des mains sont écartés et font un mouvement incessant. Des glandes filières à chacune de leurs extrémités sont au travail. Il en sort par les nombreux orifices des filaments épais, à peine visibles, qui se mélangent et s'assemblent. Sous l'action répétée du jeu des doigts, une membrane se crée entre eux qui semble les unir. Puis les prolonge. À la fin, elle déborde de la main et descend le long du bras. Elle s'étend, elle s'allonge. Elle leur fait comme une aile de chaque côté du corps. Quand elle ressemble à de gigantesques chauves-souris avec des ailes transparentes, l'une d'entre elles s'approche alors et détachant de sa ceinture des espèces de ciseaux, elle sectionne en hâte les deux grands pans de soie. Aussitôt, les doigts se remettent en mouvement. Elles sont dos à la ville qu'elles défendent et face aux assaillants qui s'approchent. Leur corps invulnérable, protégé par la matière ignifuge qui les refait, qu'aucun impact de balle ne peut entamer, se tiennent rigides et immobiles. De loin, on peut croire que ce sont de grands épouvantails debout, dont le vent ne fait pas bouger les manches vides. Les assaillants approchent surpris par leur immobilité. Les premiers sont fauchés par les balles, tandis qu'elles se mettent à pousser des cris horribles. La deuxième vague d'assaillants recule, décontenancée. Elle, alors, se lance à leur poursuite et tente de les atteindre. Par milliers, elles avancent. Toutes ont un couteau long attaché à la ceinture. Elles chantent, les armes déposées sur les collines en éventail, non moins brillantes que les lances des guerres puniques, ne sont pas en sommeil. Quelqu'une chante en versant des larmes. Mon cœur s'amollit quand je vois le printemps revenir, l'été reverdir, l'air doux est un poison mortel, la chair de tes lèvres est à ma bouche, le soleil et la neige. À un moment donné, interrompant son chant, elle tombe à terre et se roule sur elle-même, elle se perd dans les sanglots. Aussitôt sont perçus d'autres cris, d'autres pleurs. Et elle découvre derrière un arbre un jeune homme prostré, tremblant de tous ses membres, les joues salies par les larmes, plein de grâce et de beauté. Elle, le prenant dans leurs bras, le porte auprès de la jeune pleureuse, applaudissant quand ils se reconnaissent et s'étreignent. Elles, alors, disent leur contentement. Elles apprennent au jeune homme qu'il est le premier à les avoir rejointes dans leur combat et toutes l'embrassent. L'une d'entre elles lui apporte un fusil, disant qu'elle lui en apprendrait le maniement après la fête qu'elles apprêtaient en son honneur. Elles courent aussi vite qu'elles le peuvent. Certaines ont des rossités dans la gorge, d'autres ahanent à cause de l'effort. Quelques-unes tombent et ne se relèvent pas. Il faut alors s'arrêter et les porter à quatre sur les épaules. Il faut, avec elles, courir jusqu'à ce que, reposées, elles puissent de nouveau se déplacer le plus vite possible. L'abri est encore lointain. Quelqu'une plus résistante se met à entonner un chant pour leur redonner du courage. Elle dit « Ne courbe pas la tête », comme quelqu'une qui est vaincue. Elle dit « Réveille-toi, prends courage, la lutte est longue. » La lutte est difficile, mais le pouvoir est au bout du fusil. Toutes alors crient leur enthousiasme de toute leur force. Ursule, Obi, Antigone, Antigone, Agnete. Non, signe déchirant surgit
Violence du blanc, du vivace, du bel, aujourd'hui, d'un grand jour, d'elle, ivre, troué, déchiré, le corps intolérable, écrit par défaut, surgit en signe ensemble, évident désigner le texte par myriade, constellation qui manque, lacune, 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 contre-texte, contre-sens, ce qui est à écrire, violence, hors texte, dans une autre écriture, pressant, menaçant, marge, espace, intervalle, sans relâche, geste, renversement. Elles disent, n'est-ce pas magnifique en vérité? Les vases sont debout, les potiches ont attrapé des jambes. Les vases sacrés sont en marche, elles disent, la pente des collines ne va-t-elle pas repousser leur assaut? Elles disent, les vases, désormais vides de semences, resserrent leurs flancs. Ils se déplacent lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elles disent, c'est le sacrilège, la violation de tous les règlements. Les vases enterrés jusqu'au col et réceptacles des objets les plus divers, spermatozoïdes, humains, pièces de monnaie, fleurs, terre, messages. Elles disent qu'ils se déplacent lentement d'abord, puis de plus en plus vite. À qui demande, pourquoi ces excès? Ne doivent-ils pas avoir la violence en dégoût? Leur constitution n'est-elle pas fragile et dès le premier assaut, ne se briseront-ils pas s'ils ne sont pas déjà en miettes pour s'être entrechoqués? Elles disent, écoutez, écoutez. Et elles disent, évoez, évoez. En sautant comme de jeunes chevaux sur les bords de leur tasse, en frappant la terre, elles accélèrent leurs mouvements. Mues par une impulsion commune, nous étions toutes debout pour retrouver comme à tâtons le cours égal, l'unisson exaltant de l'international. Une vieille soldate grisonnante sanglotait comme une enfant. Alexandra Ollantay retenait à peine ses larmes. L'immense chant envahit la salle, creva portes et fenêtres, monta vers le ciel calme. La guerre est terminée, dit à mes côtés une jeune ouvrière. Son visage rayonnait. Et lorsque ce fut fini et que nous restions là dans une sorte de silence embarrassé, quelqu'une au fond de la salle cria « Camarades, souvenons-nous de celles qui sont mortes pour la liberté !»